Merci Pierre. Et d'abord, je voudrais remercier donc les amis du monde diplomatique et Attac de m'avoir proposé de faire cette présentation sur un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur, puisque vous voyez que j'ai intitulé mon dernier livre, Le réchauffement climatique, un enjeu crucial du XXIe siècle. J'avais hésité entre plusieurs titres, un enjeu important, fondamental, et l'adjectif crucial m'a paru le plus justifié, même si certains sont dans le déni. Je vais essayer de justifier aussi pourquoi j'ai choisi ce terme. Alors, m'intéressant au réchauffement climatique depuis une trentaine d'années, j'ai assisté à beaucoup de conférences, et donc y compris parfois des conférences sceptiques. La plupart, donc, bon, un peu un déroulé un peu classique, je ne vais pas y échapper totalement, données sur le fonctionnement du climat, constat du réchauffement, modélisation surtout d'après les rapports du GIEC, et puis constat de gravité assorti d'éléments de réflexion pour voir comment on pourrait limiter ce réchauffement. Donc, je vais faire un peu ça, mais j'ai essayé de le faire différemment, et je dois vous avouer que c'est la conférence qui m'a demandé le plus de travail depuis 30 ans. Donc j'espère que je vais être à la hauteur. Alors voilà un peu le plan que je vous propose, c'est qu'est-ce qu'on sait depuis longtemps sur le réchauffement. Je vais être très bref parce qu'on pourrait y consacrer plusieurs conférences. Que penser du GIEC, puisqu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui se questionnent encore. Ensuite, j'aborderai la question des climato-sceptiques et de leur impact sur l'opinion publique, parce que c'est quelque chose dont vous allez voir qu'il est beaucoup plus important. Beaucoup de gens disent oui, bon, les climato-sceptiques, maintenant ils sont dépassés, etc. On va voir qu'ils ont un pouvoir de nuisance qui est encore très grave. Et puis réfléchir assez vite à qu'est-ce qui va se passer si les grands acteurs ne font rien, un grand acteur État, grande compagnie, avec deux horizons, un horizon un peu année 2030-2050 et puis un horizon un peu plus lointain 2050-2100, avec entre les deux la question du nucléaire, parce que c'est une question qui est assez clivante à la fois pour les gens qui s'intéressent à l'environnement et pour les gens qui travaillent sur le réchauffement climatique. Et pour finir par 3 points, un point un peu OK boomer pour dire que faire constat des réactions, notamment des jeunes, face au manque d'activité, d'action internationale. Un exemple de réussite, qui ne sera pas tiré du climat, mais qui sera pour essayer de réfléchir à comment on peut faire avancer les choses. Et enfin, ce qu'il est urgent et possible de faire. Alors, j'ai mis. Alors, au départ, j'ai pas commencé à travailler sur le climat. J'avais fait ma thèse sur la déforestation en Asie du Sud-Est, donc il y a 30 ans, et je me suis quand même replongé parce que je m'étais intéressé à d'autres questions. Et voilà ce que j'ai retrouvé dans ma thèse, puisqu'on parlait déjà de la relation entre déforestation tropicale et réchauffement climatique. On s'achemine vers un réchauffement certain de l'atmosphère, dont le niveau, selon les modèles, se situerait d'ici la fin du siècle prochain entre 2 et 5,5 degrés Celsius. Étant donné que lors de la période la plus froide de la dernière glaciation, il y a 18 000 ans, la température moyenne de la planète était seulement inférieure de 4 à 5 degrés, les possibles effets d'une telle modification suscitent de nombreuses inquiétudes, tant dans les pays du Nord que du Sud. Avec donc des effets sur le niveau de la mer, la désertification, l'écologie. Et c'est quelque chose qui, quand je l'ai découvert, m'a vraiment bouleversé. C'était de comprendre que le réchauffement climatique dont on parlait, 2 à 5 degrés moyenne sur la Terre, beaucoup de gens se disent il va faire 2 degrés de plus, il fera un peu plus doux au printemps, on aura des hivers plus cléments. Eh bien non, 2 degrés, même ne serait-ce que 2 degrés, c'est la moitié de l'inverse d'une ère glaciaire. Et un réchauffement de 4 ou 5 degrés, comme on nous promet aujourd'hui si on ne change pas nos modes de fonctionnement, c'est l'inverse d'une ère glaciaire, avec tous les bouleversements que ça suppose. Et donc, depuis que j'ai compris ça il y a 30 ans, ça ne m'a plus beaucoup quitté. Et donc, j'ai continué, bien sûr, à travailler sur les forêts tropicales, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur le réchauffement climatique. Et puis bon, voilà, puisque c'est une soirée monde diplomatique, j'avais notamment écrit, c'était en 2002, donc il y a un peu moins de 20 ans, un article, c'était au moment de la ratification du protocole de Kyoto,
Et c'était un article que j'avais écrit dans le Monde diplomatique pour dire qu'il ne fallait pas ratifier le protocole de Kyoto. Pourquoi ? Parce que le protocole de Kyoto ne servait virtuellement à rien et qu'il allait créer une illusion. Alors j'étais un peu minoritaire à l'époque. La plupart des gens, et notamment des écologistes, disaient « mais si, enfin, on a un texte qui peut aider à faire agir ». Et moi, mon discours, c'était ça correspond à peu près à 3% de l'effort qu'il faudrait faire. Et donc les États se donnaient une quinzaine d'années pour faire 3% de l'effort qu'il faudrait faire, alors que tout le monde avait conscience de l'urgence. Et donc dans cet article, je disais, ben voilà, ça va faire perdre du temps. Et de fait, le protocole de Kyoto nous a fait perdre 20 ans. Donc un des éléments que je vais soutenir aujourd'hui, c'est les demi-mesures. Déjà à l'époque, déjà il y a 20 ans, elles n'étaient pas acceptables. Elles le sont encore moins aujourd'hui. Alors bon, notamment puisque j'avais participé un peu dans la même veine en 2006 à l'Atlas du monde diplomatique. Vous voyez qu'on dit, hein, on a l'impression de se répéter et c'est un peu décourageant quand on travaille sur le climat. Je parlais déjà du risque d'atteindre un point de non-retour il y a 15 ans. Et donc ça m'avait amené à écrire un livre en 2007 aux éditions Ellipse sur le débat. À l'époque, il y avait encore un peu de débat, j'avais essayé d'en tenir compte, que j'ai voulu réactualiser. En fait, j'ai été obligé de le réécrire complètement. Et donc, c'est ce livre que je viens de terminer sur l'enjeu crucial. Alors, la présentation que je vais faire va prendre de la distance. Bon, déjà, c'est un livre que j'ai terminé cet été, donc j'ai eu le temps de réfléchir, de trouver des nouveaux travaux qui vont même, vous allez le voir, appuyer encore plus mon constat et parfois avec un côté impressionnant, voire dramatique. Mais il y a une chose par laquelle j'ai voulu commencer ce livre. C'était un petit parallèle avec la catastrophe qui a tué les dinosaures il y a 63 millions d'années. Et c'était un peu une interrogation en se disant, si aujourd'hui les astronomes voyaient encore assez éloigné, à peu près à 1 an de distance, ou en tout cas avec le temps de réagir, un astéroïde qui foncerait vers la Terre, avec la quasi-certitude, 97% de chances que ça provoque une catastrophe qui ferait disparaître l'essentiel de la biodiversité comme ça l'avait fait du temps des dinosaures. Qu'est-ce qu'on aurait comme attitude ? Est-ce qu'on attendrait d'être sûr à 100%? C'est un petit peu ce que disent certains, il faut attendre, on n'est pas sûr, il y a encore des incertitudes dans les modèles. Est-ce qu'on ferait rien en disant oui, mais si on agit, c'est trop dur, ça va nuire au pouvoir d'achat, donc ça va bouleverser l'économie, on ne peut pas, ou on va faire à minima? Ou est-ce que si on se rendait compte de cette gravité, eh bien, on exigerait tout de suite de nos dirigeants qu'ils résolvent les problèmes? Alors bien sûr, vous avez compris que je me positionne sur ce troisième point, mais pour se positionner sur ce troisième point, il faut aussi comprendre la gravité du réchauffement climatique. Or, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes, souvent entretenues, et alors, les incertitudes scientifiques, elles ne sont virtuellement plus là. Quand on regarde là, par exemple, l'évolution des températures depuis le milieu du 19e siècle, vous avez tous vu, je pense, si vous êtes là, c'est ce type de graphique. On voit bien qu'on a augmenté d'à peu près 1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle, donc le milieu du 19e siècle. Donc, un réchauffement qui est indéniable et qu'on voit sur Terre, mais qu'on voit aussi sur les océans. Et peut-être encore plus, sur Terre, il y a des fluctuations, les océans, il y a une plus grande inertie, et les océans, on voit ce réchauffement qui est encore plus marqué, et plus continu, avec beaucoup moins de ruptures. Et alors là, c'est un article sur lequel que j'ai trouvé il y a peu de temps, puisqu'il a été publié en février 2020, et qui a essayé d'évaluer la quantité de chaleur qui était absorbée par les océans depuis les 25 dernières années. Alors bien sûr, ils l'ont calculé en joules, mais ils avaient fait l'effort, et c'était donc appréciable par des chercheurs, donc publié dans une grande revue scientifique américaine, en disant c'est l'équivalent de 3,6 milliards de bombes Hiroshima qui auraient explosé et réchauffé les océans.
Bon, alors bien sûr, sur 25 ans, ça fait toujours beaucoup quand on parle de milliards, mais il ramenait ça à la seconde en disant qu'en 2009, chaque seconde, il y avait l'équivalent de 5 bombes d'Hiroshima qui explosaient, et la chaleur de cet équivalent de 5 bombes d'Hiroshima réchauffait la planète. Et donc, si on compte 1 minute, ça veut dire à peu près 300 Hiroshima. J'ai commencé à parler il y a 5 minutes, ça veut dire qu'il y a 1500 Hiroshima qui ont chauffé la planète. Alors, les océans de la planète. Alors, bien sûr, les océans sont vastes, mais quand on mesure ça, 5 Hiroshima par seconde, on prend un petit peu plus conscience de l'ampleur des transformations, même si la planète peut encaisser un certain nombre de transformations. Alors, par rapport à ça, je vais être bref sur le rappel historique, mais quand même pour dire que il y en a qui continuent à dire, bien sûr, le GIEC exagérerait la situation. Globalement, depuis au moins 1979, la communauté scientifique est d'accord sur l'ampleur du réchauffement climatique et sur sa cause majoritairement liée aux activités anthropiques et donc principalement aux émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, mais aussi le méthane et quelques autres gaz. Et donc ça a été confirmé à la fois lors de la première conférence des Nations Unies sur le climat en 1979, qui a été suivi quelques mois plus tard par un rapport qui est connu sous le nom de rapport Charney, du nom de son principal auteur, par l'Académie des sciences des États-Unis, qui arrive à peu près aux mêmes conclusions qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on avait déjà tous les éléments, et la preuve, c'est que ça avait suffisamment inquiété les politiques, et notamment les politiques américains, pour qu'il y ait une conférence à Toronto en 1988, où il y avait déjà un projet de réduire de 20% les émissions de CO2. C'est allé très loin, mais ce projet a capoté à cause des lobbies de l'énergie, particulièrement des lobbies charbonniers aux États-Unis, qui ont réussi à stopper ce projet. Donc vous voyez que quand on dit qu'il y a du déni ou que ça serait des problèmes récents, eh bien ça n'est pas le cas. Et donc ça a amené aussi quand même 1988, c'est l'année de création du GIEC. Donc ça montre, s'il y a eu création du GIEC, il y avait quand même une inquiétude de la part des dirigeants, et ce GIEC a été créé à l'initiative du G7, donc les 7 pays les plus industrialisés. Et aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans son premier rapport de 1990, le GIEC ne tranche pas sur l'origine, même si vous pouvez voir que depuis 1979, on le savait. Alors pourquoi ? Parce que le GIEC, d'une certaine manière, est souvent bloqué dans ses conclusions par le fait que les pays désignent des experts contradictoires qui peuvent bloquer un certain nombre de conclusions s'il y a des doutes. Et en fait, le GIEC n'a vraiment entériné et tranché sur l'origine majoritairement anthropique du réchauffement climatique dans son 3e rapport en 2001. Sachant que bien avant, en 92, lors de la conférence de Rio, il y avait quand même eu une convention de l'ONU, convention cadre sur le climat, c'est dans le cadre de cette convention que d'ailleurs se réunissent les COP, notamment la COP 21 qui a eu lieu à Paris en 2015. Et voilà l'objectif qui est fixé par cette convention de l'ONU sur le climat: stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc il y avait déjà clairement affiché au niveau des Nations Unies il y a 30 ans la conscience qu'il y avait des risques de perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Alors, par rapport à ça, que penser des rapports du GIEC ? Alors, bon, moi, le GIEC, je trouve que c'est un outil très, très intéressant. Il fait la synthèse de tous les travaux scientifiques publiés. Donc, c'est un travail de titan et il faut vraiment le saluer. Le GIEC est arrivé, en étudiant l'ensemble des articles, y compris les articles climato-sceptiques, dans les années 2010, à montrer qu'il y avait un consensus de 97% des chercheurs qui étaient d'accord pour reconnaître que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines et donc principalement aux émissions de gaz à effet de serre des sociétés techno-industrielles.
Alors vous allez dire, il reste 3%, certes, alors 3% qui publient d'ailleurs souvent dans des revues qui ne sont pas des revues de climatologie, et il y a même eu une étude plus récente spécifiquement sur les 7 premiers mois de 2019, et qui a montré que pour les articles dans les revues scientifiques compétentes sur le climat, il n'y avait aucun article climato-sceptique. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, il n'y a plus de débat. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut aussi l'affirmer? C'est qu'en plus de ça, les rapports du GIEC sont examinés par des experts qui sont désignés par les pays. Et donc, y compris Donald Trump, où les gens qui travaillent pour lui désignent des experts pour critiquer les rapports du GIEC. Donc, s'il y avait des failles scientifiques dans les rapports du GIEC, vous pensez bien que les experts qui sont désignés par Trump se précipiteraient pour le dire, et que Trump lui-même se précipiterait pour le tweeter. Donc ça veut dire que si Trump n'est pas capable de tweeter des erreurs dans les rapports du GIEC, c'est qu'il n'y en a pas, et que même paradoxalement, le GIEC va quand même être amené à sous-estimer la gravité de la situation, parce que les experts, dont certains experts climato-sceptiques, donc désignés par les États-Unis, mais aussi des pays comme les pays du Golfe ou la Russie, qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait une baisse de la consommation ou de la production d'énergie, eh bien, ces experts climato-sceptiques peuvent quand même bloquer un certain nombre de conclusions, ou en tout cas atténuer certaines déclarations du GIEC. Donc, contrairement à ce que vont dire les climato-sceptiques, non seulement le GIEC n'est pas catastrophiste, mais il tend à minimiser la gravité de la situation. Alors, les climato-sceptiques, justement, souvent, comme je disais tout à l'heure, la question est un peu écartée en disant finalement, ils ne représentent pas grand-chose. Et de fait, il ne devrait plus, en tout cas en France, en être question, puisqu'il y a eu un grand débat en septembre 2010, donc il y a près de 10 ans, à l'Académie des sciences, suite à des déclarations, notamment de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation, qui n'arrêtait pas de critiquer les tenants d'une cause d'un réchauffement climatique anthropique, qui a même écrit plusieurs ouvrages dans ce sens. Et Vincent Courtillot, qui est un ancien président de l'Institut de géophysique du globe, qui lui tenait aussi ces mêmes thèses. Et donc un certain nombre de chercheurs se sont plaints au niveau du ministère de la Recherche en disant mais il faut faire quelque chose. Là, il y a du déni souvent malhonnête, et on va revenir sur la malhonnêteté tout à l'heure. Et donc c'était Valérie Pécresse à l'époque qui était ministre et qui a dit elle n'était pas forcément compétente, mais elle a proposé de faire un grand débat à l'Académie des sciences. Ce débat a eu lieu. Les sceptiques ont demandé qu'il ait lieu à huis clos. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils veuillent présenter leur thèse publiquement. Non, c'était eu lieu à huis clos, mais les sceptiques ont quand même été obligés de reconnaître en 2010, à l'issue de ce débat à huis clos, qu'il y avait bien un réchauffement climatique et qu'il était majoritairement causé par les activités anthropiques. Donc, d'un point de vue scientifique, en France, il ne devrait plus y avoir débat, mais ça continue potentiellement. Alors, de quelle manière ça peut continuer? Eh bien, je vais parler de quelques exemples, notamment le Climate Gate de 2009. Ça a été au moment de la conférence de Copenhague, où il y a des hackers, vraisemblablement alliés à des services secrets potentiellement russes, qui ont rendu public des milliers d'emails, mais à quelques jours du début de la conférence de Copenhague. Ça a failli d'ailleurs la faire capoter, en disant voilà, les experts du GIEC truquent leur rapport, les emails le prouvent. Une fois analysés, les emails ne prouvaient absolument rien, et ça a été étudié. Il y a eu quand même des commissions d'enquête. C'était notamment un centre britannique où avaient été piratés les emails. Donc il y a eu une commission du gouvernement britannique avec des experts scientifiques internationaux pour examiner ces emails. Ils n'ont rien trouvé, mais ça prouve qu'il y a une volonté en fait de nuisance d'un certain nombre de
de climato-sceptiques, beaucoup de sites dédiés, et je vais en présenter notamment quelques petits exemples rapides. La moitié, a priori, des vidéos sur YouTube sont climato-sceptiques. Ça veut dire qu'aussi beaucoup de jeunes qui ne savent pas forcément quoi penser du réchauffement climatique vont aller sur YouTube et ils ont potentiellement une chance sur deux de tomber sur des discours, y compris avec des pseudo-chercheurs qui vont leur dire que c'est de la blague. Et puis des choses comme le pic du réchauffement climatique de 98 ou des manipulations. Je vais vous montrer quelques exemples, c'est assez édifiant. Alors, 98, vous voyez, c'est la petite flèche bleue là-haut. Et alors, on l'entend un tout petit peu moins parce que ça devient de moins en moins crédible, mais vous voyez que ça avait été une année exceptionnellement chaude, ça avait été une année à Niño, et après, les années qui ont suivi ont été plus froides. Alors là, les climato-sceptiques se sont emparés de ça en disant, ben voilà, le réchauffement climatique a atteint un palier, voire même on va aller vers un refroidissement, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont autant insisté là-dessus? À la fois, ça allait dans le sens de leur thèse, et puis quand on regarde l'activité solaire qui est décrite par l'intensité des tâches solaires, on voit que ça fait des cycles de 11 ans, mais la tendance quand même de l'activité solaire sur les 3 dernières décennies, elle décline. Donc alors c'est plutôt une bonne chose, sinon le réchauffement serait plutôt plus fort qu'actuellement, mais dire que le réchauffement climatique serait lié à l'activité solaire est complètement aberrant, puisqu'on voit l'intensité de l'activité solaire qui diminue alors que le réchauffement augmente. Mais pourtant, il y a encore des climato-sceptiques qui continuent de le dire. Ça peut même aller plus loin dans la malhonnêteté. Là, c'était un ouvrage qu'a écrit donc Claude Allègre, ancien directeur de recherche au CNRS, ancien ministre de l'Éducation nationale, et il a repris dans son livre, vous voyez, il y a une courbe qui monte, qui est la courbe du CO2, et il a repris une courbe de l'évolution des températures dans l'hémisphère nord par un chercheur qui avait donc modélisé, et ce chercheur, ça correspond à la courbe rouge. Donc depuis l'an 500, avec donc, des études sur les cernes des arbres, jusqu'à l'an 2000. Et la courbe rouge, c'est la courbe fait par ce chercheur, et la courbe en noir, c'est la courbe redessinée par Claude Allègre dans son livre. Et vous pouvez voir que de 500 au 19e siècle, la courbe est très fidèle, et dans la partie cerclée en violet, eh bien, là où la courbe monte, eh bien, Claude Allègre l'a fait descendre. Donc, bien sûr, des gens voyant un livre de Claude Allègre, directeur de recherche au CNRS, ancien ministre de l'Éducation nationale, vont lui faire confiance. Ils ne vont pas imaginer qu'un chercheur de ce niveau peut truquer une courbe au point de la faire descendre quand elle monte dans la courbe originale. Et bien sûr, il a été attaqué dessus, parce que... Alors, il a dit qu'il l'avait fait à main levée. Mais quand on voit la précision de la courbe jusqu'au 19e siècle, et brusquement ça devient à main levée sur le dernier tracé, on voit qu'il y a vraiment, clairement, de la malhonnêteté. Alors là, on trouve, c'est encore plus récent, donc c'est sur un site internet, vous voyez, Wikistrike, rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Donc, et ça, c'est quelque chose qui a été posté en septembre 2019, donc ce n'est pas si vieux. Et vous pouvez lire en haut, la NASA admet que les changements climatiques sont dus aux modifications de l'orbite terrestre. Si vous êtes un étudiant jeune qui cherche, voilà, vous dites ça, si la NASA admet que c'est lié aux à des variations de l'orbite terrestre, pourquoi la NASA, c'est quand même sérieux, ils ont envoyé des hommes sur la Lune, etc. Eh bien non, la NASA ne dit absolument le contraire. La NASA dit que le réchauffement climatique, il est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, et là, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a de la désinformation délibérée. On peut accepter qu'il y ait des climato-sceptiques qui ne soient pas d'accord, qui disent, voilà, moi je ne crois pas, moi je préfère croire que c'est des variations naturelles. Tous les faits scientifiques tendent à prouver le contraire, mais on peut encore l'admettre. Mais venir dire que la NASA aurait déclaré que le réchauffement climatique est lié à des variations de l'orbite terrestre, alors que c'est le contraire, là, on a vraiment de la malhonnêteté gravissime. Donc, mais ils savent que qui va aller vérifier? Alors bien sûr, ça a été dénoncé, etc., par un certain nombre de personnes, il y a même été repris par la presse, mais plein de gens vont tomber dessus et ne vont pas forcément chercher ailleurs.
Alors, justement, quand on parle des climato-sceptiques, il faut aussi voir un petit peu la mouvance. Alors là, ce sont des statistiques qui ont été effectuées en 2019 aux États-Unis. Je comparerai après avec la situation en France. Et pour voir qu'il y a toute une nébuleuse des attitudes vis-à-vis du climat. Alors, on peut partir de gauche, donc 31% quand même des Américains qui sont vraiment inquiets, qui ont conscience qu'il y a des problèmes. 26% qui sont préoccupés, mais bon, qui ne savent pas forcément trop quoi faire, et puis 16% qui tendraient à penser quand même qu'il y aurait un réchauffement climatique anthropique, mais qui serait un petit peu plus dubitatif. Et puis, à côté de ça, il y aurait 7% qui seraient dans l'indifférence, qui ne veulent pas en entendre parler, ça ne les concerne pas, et une vingtaine de pourcents qui sont soit dans du doute fort, soit carrément dans du déni. Donc ça montre quand même qu'il y a potentiellement une vingtaine de pourcents de personnes qui vont être là assez négatives, alors beaucoup moins que les chercheurs. On a vu tout à l'heure 97% des chercheurs, voire 100% aujourd'hui pour les chercheurs sérieux, sachant que dans les 10% qui sont dans le déni, il y a du déni sincère, de gens qui sont persuadés, qui disent non, il y a eu, le climat a toujours varié, ça ne peut pas être l'homme, etc. Et puis, il y a aussi du déni, notamment ceux qui vont alimenter les sites internet qu'on a vus, ou des gens comme Claude Allègre, qui vont être dans du déni, mais avec un agenda derrière, notamment un certain nombre de lobbies de l'énergie ou de lobbies productivistes qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Alors, quand on regarde la situation en France, il y a eu des études qui ont été faites notamment par l'ADEME. Alors on peut être surpris, mais vous allez voir que j'ai été vraiment très surpris en tombant sur ce chiffre le plus récent de 2018 qui montrait que donc, quand la question était posée aux Français, donc c'était sur à peu près 1500 Français, donc assez représentatif d'un point de vue statistique, avec une incertitude d'1 ou 2 points. On parle de l'augmentation de l'effet de serre qui entraînerait un réchauffement de l'atmosphère terrestre. À votre avis, c'est plutôt une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord, ou bien une certitude pour la plupart des scientifiques. Et vous voyez qu'il n'y a que 59% en 2018 des Français qui répondaient que c'était une certitude pour la plupart des scientifiques. Donc potentiellement en 2018, ça veut dire qu'il y avait plus de 40% de la population qui avait un doute. Ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME a fait un double travail à la fois sur la population en général et sur des dirigeants d'entreprise, donc sur à peu près 500 dirigeants d'entreprise. Et on peut constater que les dirigeants d'entreprise sont beaucoup moins dupes. Aux 3/4, ils pensent que le réchauffement climatique est bien donc une certitude scientifique. Alors, cela dit, quand on regarde l'évolution, puisque l'ADEME a fait ce travail très intéressant depuis 2000, donc on a la chance d'avoir une vingtaine d'années d'évolution de l'opinion des Français. Donc la courbe en bleu correspond au sentiment des Français que les chercheurs ont la certitude que le réchauffement est bien lié aux activités humaines. Alors, vous pouvez voir qu'au début des années 2000, on est à 60%. Et puis, il y a un événement important qui est la canicule de 2003. Alors, je ne sais pas, tout le monde ici ne l'a pas vécu, mais personnellement, à la fois je l'ai vécu et puis je l'ai vécu comme un grand changement parce que, notamment lors des présentations de la météo dans les journaux télévisés, par exemple, ou dans la presse, avant 2003, systématiquement, quand il y avait un événement extrême, les journalistes allaient dire « mais ça ne prouve pas qu'il y a un réchauffement climatique ». C'était systématique, je le regardais, ça m'amusait, ça m'attristait même. À partir de la canicule de 2003, qui a fait quand même 70 000 morts en Europe, à partir de cette canicule de 2003, le discours des journalistes a changé en disant « Ah, c'est peut-être bien, les événements extrêmes sont peut-être bien les prémices d'un changement climatique en cours ». Donc, on peut voir qu'il y a, donc, à partir de là, il y a eu une tendance un peu à l'augmentation. Donc, on est passé de 62 à 72% des Français qui croyaient qu'il y avait bien un réchauffement climatique, ou en tout cas que les chercheurs tendaient vers une cause anthropique du réchauffement climatique. Et puis un grand pic
Vous voyez, une descente de près de 20%, changement de l'opinion de 20% des Français. En 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2010? Il y a à la fois la conférence de Copenhague avec ces faux mails truqués où un certain nombre de hackers vont accuser faussement les chercheurs sur le climat d'avoir faussé leurs données. Il y a un livre de Claude Allègre intitulé L'imposture climatique. Il y a un livre de chercheurs, notamment de géographes, disant le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, vastement relayé par la presse, les médias, et 20% de l'opinion change pour considérer que